Ouais, en live. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Nous avons aujourd'hui l'immense honneur de recevoir le docteur Nourdine Mohamedou. Le docteur Nourdine Mohamedou aura le temps de se présenter et de nous parler un petit peu de son parcours et tout ça autour d'un thé. Donc, je vais juste partager le lien rapidement dans les différents réseaux. Docteur, je vous ai envoyé le lien. Très bien, je vous remercie, je viens de le recevoir. Donc, c'est celui-là qu'il faut partager. Il faut tout simplement le mettre sur le mur, quoi. Exactement. Très bien, ce sera fait tout de suite. Tac. Bien. Tout bien? Bien. Alors, salam alaikum, docteur. Ça marche sur LinkedIn également, j'imagine. Okay. Oui. Vous pouvez le mettre, Oui, sur LinkedIn aussi. Donc, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes tous autour d'un thé. Donc, comme je l'avais dit, nous avons l'immense honneur aujourd'hui de recevoir le docteur Nourdine Mohamedou. Le docteur Nourdine Mohamedou va nous partager son expérience, son parcours. On va essayer d'en connaître un peu plus sur ses activités. Donc, avant toute chose, salam alaikum, docteur. Wa alaikum salam, Moussa. Quel est l'intitulé de votre métier? Alors, bon, il est difficile de ne pas être transversal lorsqu'on est mauritanien et lorsqu'on est dans ce monde actuel, mais je peux dire que j'ai comme métier initial maître de conférence en informatique combinatoire en enseignement supérieur. Donc, je suis un enseignant-chercheur en informatique de façon générale et notamment l'informatique combinatoire, c'est-à-dire la programmation pour l'optimisation. D'accord. À l'université, à l'enseignement supérieur mauritanien, mais dans un institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises, pour être plus exhaustif. Parfait. Et quel genre d'études permet d'accéder à votre poste actuellement? Alors, il est clair que, comme tous les métiers de recherche et d'enseignement supérieur, il suffit tout simplement d'avoir un bac et donc entamer des études supérieures, à savoir un DUG, autrefois qu'on appelle aujourd'hui une licence, master, master notamment de recherche pour rentrer en thèse doctorale, PhD. Donc, il faut faire une thèse scientifique, notamment dans ma discipline. Et une fois que la thèse est soutenue, c'est-à-dire que vous êtes docteur dans une discipline après avoir publié des avancées scientifiques en collaboration ou tout seul, il faut postuler pour ce qu'on appelle, pour les francophones en tout cas, il faut se préparer à une sorte de concours d'admissibilité ou au poste de maître de conférence. Donc, il faut ce qu'on appelle aussi avoir l'habilité pour être maître de conférence. C'est ce que j'avais fait en France entre 2009 et 2010 pour regagner la Mauritanie, qui m'a déclassé en maître assistant après avoir été maître de conférence. Donc, le périple commence comme ça. Mais alhamdoulilah, j'ai été reclassé en Mauritanie où je suis maître de conférence actuellement depuis quelques années. Alhamdulillah. Et quelles sont les évolutions de votre poste? Alors, l'évolution des enseignants-chercheurs sont les mêmes dans le monde francophone, en tout cas, que je connais les plus, à savoir commencer comme maître assistant lorsqu'on est docteur. Si on n'est pas docteur, on peut être maître technologue. C'est l'équivalent de quelques postes comme Ater ou Prague en France. Mais en Mauritanie, ça commence tout simplement, selon la réglementation en vigueur, par le poste de maître assistant, quand on est docteur, en tout cas, selon mon profil. Puis, devenir, le deuxième grade étant le maître de conférence,
Mhm. Puis le HDR, qui est une abréviation d'être habilité à diriger des recherches scientifiques, c'est-à-dire diriger des équipes de recherche, pour terminer comme poste de professeur. Donc, c'est à peu près comme ce qui se passe en France. Je pense que dans le monde occidental, de façon générale, c'est assez similaire. D'accord, d'accord. Parfait. Là, on va passer plus sur. J'avais une question, je voulais la poser. Je me disais, pour un jeune enseignant-chercheur, un salaire junior, ce serait quoi le salaire junior d'un enseignant-chercheur en Mauritanie? Vous voulez un émeru ou un euro ou un ancien franc? Là, le Je plaisante. Alors, je pense que pour un jeune chercheur en Mauritanie, ça se tourne autour entre 200 et 300 000 oublias, selon Mhm. les différents dont je vous ai parlé à l'instant, les différents grades, D'accord, c'est-à-dire maître technologue, maître assistant et maître de conférence. C'est aux alentours de 200, ça peut évoluer jusqu'à 350 à 400, d'accord. selon l'ancienneté, bien sûr, selon le volume des cours, selon les charges supplémentaires et les postes supplémentaires. Parce qu'on peut Mhm. être coordinateur de filière, on peut être chef de département, etc. En D'accord, général, ça démarre 250 000 oubliers anciens. d'accord. Donc, Ancien. c'est plus bas que le Sénégal et que le Maroc. D'accord. Il y a des efforts à faire. Alors. Où il y a des efforts à faire, j'ai toujours, excusez-moi, vous ne m'avez pas posé la question, mais j'en ai fait le plus parce que je suis un petit peu syndicaliste. Donc, Khalas. je milite un petit peu. Donc, je ne peux que faire la réflexion comparative. D'accord, ok. On va, Voilà. Donc, je pense qu'on va faire tout pour que ce soit audible et que les choses s'améliorent dans ce sens-là. Inch'Allah, merci. Inch'Allah. Là, on va passer vraiment sur des questions, disons, personnelles, pour un peu plus comprendre, en connaître, monsieur le docteur Nourdine Mohamed. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin? Alors, beaucoup de choses, bien sûr, en tant que musulman, en tant que Mauritanien, en tant qu'Africain, mais je pense que faites allusion à mon métier, par rapport au métier. Alors, ce qui me fait par rapport au métier, c'est bien sûr de pouvoir accomplir davantage de tâches, perfectionner mon cursus, on peut dire, professionnel, dans la mesure où il y a toujours des choses à rattraper, il y a toujours des ambitions à réaliser, il y a pas mal de tâches à faire, il y a surtout un droit moral vis-à-vis des étudiants et des institutions de recherche, que ce soit en termes de recherche qui se fait très modeste en Mauritanie malheureusement, mais aussi tout simplement sur le plan de la formation. Il y a tellement de choses à faire, notamment dans mon milieu d'enseignant-chercheur en Mauritanie. Les étudiants sont tellement paumés, sont tellement désorientés, il y a tellement de conseils à fournir, il y a tellement d'échanges, d'efforts pédagogiques, etc., en classe ou hors classe. Donc, c'est ce qui motive le plus, si vous voulez. D'accord. Et comment décririez-vous votre journée de travail à un enfant? Alors, pour être plus basique, et surtout un enfant mauritanien, je dirais que je quitterai chez moi Ouais. pour passer une journée où je tente, je dirais pas vainement, d'améliorer les choses collectives, c'est-à-dire de contribuer à l'émancipation et à l'épanouissement général de mes concitoyens et de l'humanité. D'accord. C'est joliment dit. Je pense que même pour les adultes, ce serait Merci. très explicatif. Et quel est votre plus bel accomplissement personnel et puis de l'autre côté, professionnel? Alors, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a beaucoup plus de choses encore à faire, qu'on en a déjà fait. Ceci étant, je peux toujours dire que durant ma relativement courte vie professionnelle, j'ai pu prendre part dans des projets qui sont quand même importants, qui ont qui ont pour objectif comment on dit, des buts nobles ayant un impact direct sur l'évolution d'un ou plus des secteurs fondamentaux sur lesquels repose l'État mauritanien. Je peux en citer ma prise de part dans un projet de régulation du domaine des télécommunications, dans le cadre où, parce que j'ai travaillé pour l'autorité de régulation comme expert pendant quelques années, comme chef de service observatoire de télécommunications, mais aussi de concurrence, comme chef de département de concurrence et de prospective au sein de l'autorité de régulation chargée de télécommunications. Je peux dire que j'ai participé à deux projets phares, dont le premier étant la refonte totale du cadre juridique et réglementaire
de télécommunications, à savoir la loi, une nouvelle loi, la loi 025-2013, qui a été promulguée mi-2013, avec cette explication. Donc, j'avais eu l'honneur de participer à ce travail très long d'une année où j'étais le rapporteur principal du comité technique interministériel où j'ai travaillé sur la loi de A à Z, c'est-à-dire de son élaboration avec les consultants jusqu'à sa promulgation par le président de la République, passant par le Conseil des ministres et le vote du Parlement avec les textes des lois. Je trouve que c'est une évolution importante, ça explique et ça exprime surtout l'incarnation de la volonté ou, si vous voulez, de la politique sectorielle du gouvernement mauritanien de l'époque, mais aussi d'aujourd'hui. Donc, c'est une réalisation importante. Je peux y rajouter, si vous voulez, un deuxième projet très important, qui est celui du renouvellement de la licence de l'opérateur Mauritel et Matel en 2014, où on a pu renouveler les deux licences arrivant à expiration pour 2015. Donc, c'est aussi un travail laborieux de travailler sur des cahiers de charges, sur la mise à jour du cadre juridique, l'impact justement de la réforme sur les exigences modernes, les exigences d'aujourd'hui, abstraction faite des difficultés qu'on peut rencontrer là-dessus, notamment dans un milieu mauritanien où la technologie n'est pas encore arrivée à son apogée. Donc, ces deux projets constituent pour moi l'une des choses les plus importantes auxquelles j'ai participé modestement durant ma vie. On peut y rajouter l'élaboration et la création de deux formations universitaires au sein de l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration d'entreprise, ISKE, de Mauritanie, où j'ai pu moi-même créer une filière qu'on appelait ID, informatique et développement, qu'on appelle aujourd'hui DI, développement informatique, qui fonctionne très bien, alhamdoulilah, et qui a donné des résultats très prometteurs. On a eu des personnes qui ont été admis major en master, donc c'est une licence que j'avais créée avec mes collègues à l'ISK en 2009, en 2010, qui fonctionne très bien aujourd'hui, qui a donné des masters, qui a donné des ingénieurs par la suite, dont le produit, entre guillemets, fini était très bon. Alhamdoulilah. Donc, je m'en réjouis, je ne suis pas le seul, hein, évidemment, il y a plusieurs personnes qui ont pris part à ça. Et je peux rajouter pour terminer, pour ne pas être trop, faire preuve de fausse modestie ou aussi d'arrogance, je peux rajouter un travail laborieux que j'ai fait au sein de la société Shingitel comme étant directeur de ressources humaines il y a quelques années, c'est celui de la mise à plat de la grille salariale, de son adaptation avec la loi et avec les niveaux de vie des Mauritaniens qui a réussi, alhamdoulilah, et qui a donné un peu plus d'épanouissement aux employés de cette entreprise. Voilà, c'est ce qui me passe. C'est ce qui me traverse l'esprit maintenant. Alhamdulillah, barakallahu fik. Et en 3 mots, comment décrirez-vous votre rôle? Alors, mon rôle à l'université, c'est un rôle d'enseignant-chercheur qui doit encadrer au maximum, qui doit se donner au maximum aux exigences et aux besoins des étudiants, mais aussi aux besoins de l'institution, mais aussi de l'enseignement supérieur de façon générale en Mauritanie. Essayer de donner son avis au maximum pour orienter davantage, pour colmater les brèches qu'on peut rencontrer dans un système éducatif délabré, il faut le dire, en Mauritanie, qui a besoin de beaucoup d'efforts. Et voilà, mon rôle essentiel, je pense, modestement, c'est celui de contribuer efficacement à la refonte des domaines ou des secteurs auxquels j'ai pu prendre part, par métier ou par expertise, notamment en enseignement supérieur ou en télécom, ou en régulation, télécom notamment. Voilà, c'est mon rôle essentiel pour l'instant. Je fais un peu de politique à côté, mais je ne pense pas que ça couvre tout. Nous, ici, vraiment, c'est libre antenne. Tout est alors, on peut parler de tout. J'ai rajouté volontairement, je pense que mon rôle, comme celui comme le vôtre ou comme celui de tous les Mauritaniens, ils ne sont pas nombreux, les Mauritaniens. Ils sont moins de 5 millions. Leur rôle, c'est d'essayer de réussir tout simplement, de façon très grossière, leur projet d'État à Mauritanie, de le mettre sur pied dans tous les domaines, allant de la justice, la justice au sens large du terme, la justice sociale, la justice égalitaire, mais aussi penser à travailler ensemble, l'éducation, la santé par ordre, l'unité nationale, la cohésion nationale, travailler toutes les poches des résistances de médiocrité auxquelles on fait face tous les jours. Exactement. Allahumma yassir, Allahumma yassir. Amin, amin, amin. Et si vous pouviez changer votre poste de travail avec quelqu'un, qui serait cette personne? Ça dépend pour combien de temps, mais je dirais le président de la République. Alors, pourquoi faire? Dites-nous, par exemple, deux choses importantes. Alors, pour le président de la République de Mauritanie, c'est justement pour incarner, pour donner le maximum d'efforts, pour avoir une vision large
des dysfonctionnements profonds qui terrassent mon pays depuis 60 ans. Et pour voir de près les choses que peut faire pour essayer de réaliser ou de mettre à l'épreuve les idées que j'ai travaillées personnellement ou en collaboration avec des personnes que je juge sincères. Pour Voilà. voir, en fait, pour être à sa place et voir quelles sont les faisabilités, quelles sont les choses qu'on peut vraiment mettre en place. Exactement. Quels sont Voilà. les freins, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui terrasse les pays? Qu'est-ce qui détruit notre système éducatif? Qu'est-ce qui terrasse notre santé? Qu'est-ce qui bloque notre machine économique? Quels sont les dysfonctionnements qu'on voit tous les jours? Il suffit de regarder. En Mauritanie, le délabrement est total, malheureusement, comme dans d'autres pays. Je ne vais pas être trop négatif ou alarmiste, mais je ne vais pas non plus faire preuve d'un faux optimisme. Ça ne sert à rien du tout. Jouer l'optimisme. En Mauritanie, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il y a des choses bonnes. Il y a des personnes très bonnes, mais on ne voit pas grand-chose sur le terrain. Donc, si jamais je voudrais, façon de parler, être quelqu'un, j'aimerais être à la place du président de la République, non pas par ambition personnelle, mais ça par ambition collective. Parfait. Et si vous deviez choisir un mentor, n'importe qui serait cette personne? Bah, à défaut de prendre la place du président de la République, je vais avoir cette personne, c'est le président de la République encore. C'est le mentor, votre mentor? Oui, pourquoi pas? D'accord. Ou on prend sa place si on n'y arrive pas, ou il devient notre mentor et il nous fait pousser, il nous écoute, il nous accompagne, il nous aide. Je ne parle pas du président actuel, forcément, je parle de façon générale. Bien sûr. Un président. Voilà. Le plus grand, le plus fort, le plus efficace des mentors ne peut être que le chef de l'État. Je suis d'accord. Bon, bien sûr, je pense que vous voulez dire que je vous dise un ingénieur ou un chef d'entreprise ou un PDG. Mais le plus grand PDG de l'État, surtout un État africain comme le nôtre, c'est le président. Il faut prendre, cher Moussa, il faut prendre le taureau par les cornes, non? Allah c'est la vérité. Il ne faut pas aller voir un président d'un parti politique ou un petit directeur d'entreprise. Alors, parce qu'on est dans l'imaginaire, autant parler du chef de l'État. Attends y aller clairement. Je suis parfaitement d'accord. Et si vous deviez changer quelque chose à propos de votre travail, que serait cette chose? Alors ça, c'est la lenteur collective, la médiocrité généralisée, le fonctionnement. Ah, je suis direct, Moussa. Moi, je fonce sur ce que je pense. J'essaye de dire les choses et j'essaye toujours d'appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire de casser la routine ou la médiocrité routinière qui terrasse notre pays, d'essayer de la culture de l'excellence, établir la culture de l'excellence dans mon travail, être ponctuel, être à l'écoute, être joyeux, être émancipant et émancipé. Se développer tous les jours, apprendre tous les jours quelque chose, sans se vanter, tout en restant humble. Aller vraiment dans la perfection. Est-ce que parce qu'aujourd'hui on a droit, en fait c'est plus un droit qu'on a aujourd'hui en tant que fils de la Mauritanie d'exiger cela parce que le développement de notre pays en dépend en fait. Tout à fait, et en dépend très étroitement. Et de façon extrêmement claire. Ça n'a pas besoin d'avoir un haut niveau supérieur ou d'être un haut fonctionnaire de l'État pour comprendre que la médiocrité est linéaire dans les fonctionnements de ce qu'on fait. On a la médiocrité dans la ponctualité, dans la gestion du temps, dans la gestion du linge, dans la gestion vous pouvez parler de tout, dans l'agriculture, dans la santé, en informatique, dans les infrastructures, dans les moustiques, dans les bidonvilles, dans tout ce que vous voulez. Donc, la médiocrité est linéaire. Donc, quand on traite la médiocrité dans l'enseignement supérieur, on peut transposer dans d'autres. Il ne faut pas faire beaucoup d'efforts pour transposer. Évidemment, on ne peut pas tout transposer, mais il faut savoir transposer. Lorsqu'on a une solution salvatrice d'un métier particulier, on peut toujours transposer. Il y a tellement de choses à corriger. خير ان شاء الله الله ميسر ان شاء الله ميسر. Mais qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez dans votre travail? Alors, ce que je préfère dans mon métier ou dans mon travail, parce que moi j'ai deux travaux. Moi, je travaille dans les télécoms, mais je suis enseignant, chercheur en informatique. Bon, c'est pas loin. Mais ce que je préfère dans le travail que je fais maintenant comme conseiller du DG de l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est l'autonomie, l'indépendance, le fait d'avoir sa responsabilité sur tout un dossier, de le boucler, d'être libre dans le roadmap que je fais pour mon projet. Ça, c'est ce que je préfère dans mon travail, si vous voulez, mais dans mon métier, ce que je préfère de plus, c'est l'opération qui consiste à transmettre le savoir. C'est magnifique. C'est très beau. Il n'y a pas mieux que ça, je pense. Transmettre le savoir, un savoir qui est rigoureux et qui est correct.
avec le comportement qu'il faut. Je prétends pas être au top par rapport à cela, mais je tends vers, j'espère, Inch'Allah. Barakallahu fik, Allahumma yassir. Allah Et, yabarak. et quel conseil donneriez-vous aux nouveaux recrues? Quelqu'un, un jeune stagiaire Alors, qui est dans votre... pour être assez rigoureux et ne pas désorienter les jeunes recrues, je vais parler comme je vais reprendre ma casquette de directeur de ressources humaines pendant 5 ans quand même, où je peux dire que ça dépend des métiers. Mais en général, de façon globale, il y a un certain nombre d'attitudes qu'il faut essayer d'adopter, dont la première est la culture de l'excellence. Tendre vers l'excellence. Quand on dit l'excellence, c'est pas seulement l'excellence dans le délivré, dans le travail, dans le fait, la rigueur, elle est dans la forme et dans le fond. C'est-à-dire la ponctualité au travail, c'est-à-dire les sérieux, c'est-à-dire une bonne éthique, la déontologie, le comportement professionnel, dans tout, absolument tout, avec tous les collègues, que ce soit des subalternes ou des supérieurs ou des niveaux, comment on dit, transversaux. Donc, il faut essayer toujours d'être excellent dans ce qu'on fait. Évidemment, ça coûte de l'énergie, ça coûte une concentration inédite, peut-être inhabituelle par rapport au nouveau recrue dont vous avez fait allusion. Mais c'est ce que je leur considère, c'est tout de suite commencer l'ascension professionnelle par une certaine rigueur tout à fait autonome et indépendante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, il faut surtout pas, et j'insiste lourdement sur ce point, il faut surtout pas se laisser basculer ou se dissoudre dans une culture ambiante de médiocrité collective. Essayez toujours de se distinguer, ne pas accepter les ridicules, parce que ça coûte du ridicule des fois, de dire ah, regardez ce petit Français ou ce petit Européen qui se la joue, qui croit, attendez, qui croit qu'il est en Europe ou dans une boîte canadienne ou suisse, alors qu'il trouve qu'il est à Capitale ou à Tawarzine, quoi. Ou même à Arafat ou dans le Marais Mesquine. Non, résister à ce genre d'attaque, gratuite et injuste d'ailleurs, pour essayer de maintenir un niveau d'excellence. C'est l'excellence qui construit les pays, qui fait le travail. Donc, c'est ce que je conseille beaucoup. N'importe quel que soit le modèle, que vous soyez secrétaire ou chef d'entreprise ou directeur ou expert ou ingénieur sur le terrain ou ouvrier, soyez excellent dans ce que vous faites. Ça sous-entend et ça requiert une connaissance préalable, précise, extrêmement rigoureuse de votre fiche de poste. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qui est dans le contrat du travail? Réalisez ça d'abord. Ne mélangez pas les priorités. Respectez les priorités de votre travail d'abord, les unes après les autres. Après, faites les choses surrogatoires. Faites les choses qui sont en secondaire. Il y en a qui commencent d'abord pour acheter un joli costume alors qu'il ne vient pas à l'heure. Il y en a qui commencent par avoir une belle coupe de cheveux, notamment les filles, ou avoir un bon parfum pour aller au travail alors qu'il n'a pas compris son boulot. Donc ça, c'est un vrai problème, d'accord? Je ne vous demande pas d'être moche et sale le matin, mais il faut être propre, il faut être ponctuel, il faut avoir une bonne posture au travail, être correct et courtois avec ses collègues, mais n'oubliez pas que vous êtes là pour exécuter des tâches, pour réaliser un boulot, pour accomplir un projet. Voilà, je pense que pour ne pas être long. Barakallahu fik, barakallahu fik. Et quelle est la dernière fois où vous avez ri aux larmes? Alors, compte tenu de ce que je vous ai dit au début depuis maintenant, je ne vais pas être alarmiste, mais je pense que la situation de notre pays ne fait pas trop rire, notamment pas aux larmes, en arrivée aux larmes, parce que malheureusement, on a des fois des larmes qui ne sont pas des larmes de rire. Ceci étant, notre éthique, notre religion, notre foi et notre culture nous indiquent qu'il ne faut pas crever non plus avant de réaliser quoi que ce soit, qu'il faut vivre, il faut continuer à vivre. Et donc, ça m'est arrivé de rire presque aux larmes il y a 2 ou 3 semaines avec un des amis très rares qui sont extrêmement vrais, véridiques et honnêtes, qui m'a sorti une blague très spontanée qui était très rigoureuse, justement. même les blagues doivent vraiment voler haut, quoi. Il ne faut pas que ça soit. Doivent voler haut lorsqu'il y a une métaphore. Alors, moi, c'est les métaphores qui me font rire. Il y a des métaphores qui sont exceptionnellement belles. Et je pense qu'en Mauritanie, c'est l'une des choses qu'on maîtrise le plus. Bon, ça serait bien qu'on a maîtrise des choses encore plus que cela, mais ça nous arrive de faire des métaphores quand même qui sont parfaites. Et ça, des fois, ça nous fait rire, alhamdoulilah. Et quelle est votre philosophie de vie? Ouh, ça, c'est une grande question. C'est le titre d'un livre. Oui, bon, mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire là, voilà, je peux dire que être véridique, ce qu'on appelle en arabe le c'est-à-dire viser la véracité absolument dans tout, dire toutes les vérités, parce que si vous dites la vérité sur votre médicament, vous serez guéri. Si vous dites la vérité sur votre diagnostic, votre voiture sera réparée. Si vous faites du chep-chep, comme on dit ici, vous savez ce qui se passe.
Si vous dites la vérité sur votre talent, si vous reconnaissez qu'il y a des choses que vous ignorez, vous êtes sur le chemin de les apprendre. Si vous dites à votre supérieur hiérarchique, j'ai pas compris ce qui est dans le mail, ou j'ai pas compris le premier paragraphe, vous êtes véridique. Et vous avez plus de chances de comprendre. Si vous faites semblant parce que vous dites je suis l'enfant d'une grande famille, ou je suis un docteur, ou je suis un ingénieur, donc c'est pas la peine de dire que j'ai pas compris, parce que ça va me rabaisser, là vous êtes dans le tort. Donc ma philosophie dans la vie, c'est être véridique et vrai. Il n'y a pas meilleur que d'être soi-même, comme disent les Français. Ça c'est vrai. D'être soi-même. Ne pas jouer la comédie. Voilà, صراحة راحة, comme disent. صراحة oui, c'est vrai. Et si vous pouviez être quelqu'un d'autre le temps d'une journée? Je pense que je prendrais même pas une journée, je prendrais 1 heure pour être la tête de votre président Macron, pour savoir qu'est-ce qu'il mijote contre nous en tant que musulmans. Moi, j'ai pas de tabou, Moussa. Si tu veux que je parle pas de ça, il faut me le dire. Je pense que voilà, ce que j'aurais envie de faire aujourd'hui, peut-être pas demain. Je vais pas non plus habiter la tête de Macron, c'est pas mon ambition, ça m'intéresse pas. Mais j'aimerais bien être dans sa tête pendant une heure seulement, pas une journée, pour savoir qu'est-ce qui lui prend de devenir maintenant tout d'un coup le président français le plus islamophobe par excellence au XXIe siècle. Un jeune comme lui, les plus jeunes que j'admirais pas mal d'ailleurs, dont j'ai admiré pas mal d'aspects d'ascension politique. Qu'est-ce qui lui prend de vouloir tomber dans le panneau, de devenir vraiment le président qui s'attaque aux musulmans, qui blesse les musulmanes aussi, ou qui laisse blesser les musulmanes et les musulmans? Ça rapporte quoi? Pourquoi affronter cette chose-là? Quels sont les jolis et les intelligents calculs économiques que M. Macron a pu déduire? Quelle est sa formule magique qui l'a mené à quelques mois ou à une année et quelques de la fin de son mandat pour s'attaquer ainsi aux musulmans alors qu'il n'a pas réglé correctement le problème des gilets jaunes, entre autres? Voilà. Donc, s'il y a une personne, j'aurais aimé dans sa tête comprendre. Ne serait-ce pour la curiosité. Je pense que c'est une bonne idée. J'ai mon idée. On a nos idées. Je pense que c'est une bonne idée. Juste pour avoir le cœur net. Khalas, haqqaniya, il faut rester dans. Voilà, très bien, très bien. Barakallahu fik, ahsanallahu ilayk. Et quel a été l'impact du Covid sur votre travail? Alors, bon, moi, je fais partie de ceux qui ont de la chance de travailler dans un secteur ou dans un environnement professionnel qui n'est pas les plus touchés, les plus impactés par ce malheureux virus que nous frappe le monde quand même lourdement, en plein fouet cette année, et que ça continue malheureusement. Il y a même des rechutes dans certains pays, sur certains continents. Bon, il se trouve que, comme vous le savez certainement, que le continent africain dont on fait partie, surtout la sous-région dans laquelle on se trouve, sahélienne, alhamdulillah, je ne pense pas qu'on est dans le pic. On n'est pas dans le pic. Ceci étant, la vigilance doit rester extrême. Il y a des bonnes choses, entre guillemets, que nous avons ressenties parce que nous ne sommes pas les meilleurs en tourisme, contrairement au Maroc ou au Sénégal. Alors, bon, comme on dit en arabe, c'est-à-dire les mauvaises choses peuvent faire le bonheur des autres. Exactement. Donc, nous, on n'a pas beaucoup de tourisme. On a un seul aéroport international de Nouakchott. On en a un à Nouadhibou, donc la fermeture est assez facile. On a un système de santé qui ne nous fait pas peur parce qu'il dépiste mal. Et parce qu'il n'a pas assez de force de dépistage, ni quantitativement, ni qualitativement, il faut le dire. Et du coup, psychologiquement, on n'a pas trop peur parce qu'on voit 2 ou 3 cas. Mais quand notre équipe veut jouer au Sénégal, on découvre que le médecin lui-même, qui était censé préserver la santé, ça fait rire, mais c'est triste, malheureusement. Donc, on découvre qu'une bonne partie, les tiers de notre équipe qui voulait jouer le Marabiton au Sénégal, étaient infectés à un tiers presque, ou un quart, avec les médecins qui étaient censés veiller sur leur truc. Qu'Allah les guérisse. Amin. Bon, je pense que ça nous a impacté. Bon, pour revenir à votre question, moi, ça n'a pas impacté beaucoup, à part mon métier d'enseignant-chercheur. Il y a un arrêt de cours, mais alhamdoulilah, nous avons opté pour G Suite Google Suite. Nous avons alhamdoulilah, créé une plateforme pour l'ISKE et pour un autre enseignement supérieur en Mauritanie, grâce aux efforts des uns et des autres. Et avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement supérieur, nous avons établi cette G Suite qui nous a permis de gagner beaucoup de temps et d'assurer beaucoup de nos cours durant le Covid, durant le pic de la crise. Et donc là, on arrive à clôturer notre année correctement. Alhamdulillah. Ouais. Et quel conseil, parce que là, c'est une question vraiment qui me tient beaucoup à cœur, c'est un de mes combats, c'est l'immigration clandestine.
Oui. Et j'aime bien toujours distinguer deux immigrations. L'immigration d'une personne vraiment qui risque sa vie, il y a une guerre civile, vraiment les conditions ne sont pas adéquates pour rester. Et l'immigration de quelqu'un où le pays, c'est un peu compliqué, mais il décide quand même d'aller risquer sa vie. Pour cette deuxième catégorie, quel conseil vous donneriez à cette catégorie-là? Donc, si j'ai bien compris, parce que je n'ai pas bien entendu, là, il y a une coupure. Je pense que Mhm. vous distinguez la clandestine de l'immigration normale, de la personne, l'immigration des talents, des personnes qui cherchent une vie meilleure ou un horizon Exact, meilleur, sa vie et exactement. pour sa dépendance. Mhm. Alors, le conseil que je leur dis, c'est d'abord de faire une bonne sélection sur les pays cibles d'immigration, c'est-à-dire on n'est pas tous selon les talents, il faut vérifier, il suffit d'aller, c'est un seul clic hein, sur Internet, de vérifier les besoins en fonction de votre profil. Mhm. Si vous êtes informaticien, vous irez peut-être mieux en Île-de-France ou en France, mais lorsque vous allez en Espagne ou à la Stade Mas, par exemple, il vaut mieux être agriculteur, par exemple, ou Mhm. être une nounou d'enfant, j'en sais rien, je prends des trucs au hasard. Bien sûr. Si vous êtes bon en finance, vous allez au Canada, des trucs comme ça. Si vous Mhm. voulez de l'enseignement supérieur anglo-saxon, allez en Arabie Saoudite ou au Qatar. Mhm. Donc, essayez d'établir ne serait-ce qu'une petite grille de sélectivité ou de sélection pour les pays candidats, entre guillemets. Vous êtes candidat à l'immigration, mais il y a aussi des pays qui sont candidats à votre destination. Donc, Mhm. il faut savoir qu'il y a une sorte de filtre qu'on peut établir soi-même assez facilement grâce aux statistiques qui sont disponibles sur Internet pour trier, ne pas se tromper, parce que quand même une migration personnelle, une immigration personnelle, c'est quand même une décision de vie. Mhm. Et c'est carrément quelque chose de très important. Ça impacte l'avenir, le sort de ses enfants, de sa famille, de même la famille qui est restée en Afrique, par exemple. Et Exactement. donc, je conseille d'abord d'être très vigilant, d'être très rigoureux, encore une fois, et d'avoir une bonne sélection, non pas passionné parce que j'ai des amis qui se trouvent dans tel ou tel pays, je vais courir là-bas sans comprendre ce que c'est. Ces amis Mhm. peuvent avoir d'autres besoins, d'autres profils, d'autres spécialités que j'ai pas. Mhm. Donc, il faut avoir ce que j'appellerais peut-être une immigration éclairée, Mhm. avertie, avisée Oui. euh, par rapport au pays d'accueil. D'accord. OK. Barakallahu fik. Là, on arrive avant de prendre les questions, c'est le moment où le quartier libre, vous avez une vingtaine de minutes pour nous partager quelque chose, une actualité, un conseil pour la jeunesse, des pistes de réflexion pour la jeunesse. Vraiment, c'est le quartier libre pour vous. Très bien, je vous remercie beaucoup pour cette opportunité qui m'est très précieuse. Donc, je vous remercie. Bon, je suis un petit peu bavard, je suis enseignant, donc c'est normal. Jazakallah. Allah yazid, Allah yazid. Les vacances, vous avez remarqué certainement. Je suis un petit peu bavard pour dire pas grand-chose, mais, Non, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de parler de ma mouvance intellectuelle, bien, caritative et politique, bien qui sûr. est le projet En avant la Mauritanie. Il se trouve qu'avec des amis, des collègues, des Mhm. Mauritaniens, des citoyens de tous bords, on essaye de travailler sur un projet qui est initialement un projet intellectuel qu'on appelle le projet En avant la Mauritanie, qui ne se cache pas de s'être inspiré légèrement du travail effectué par En Marche la France, la République En Marche que Macron avait travaillé. On s'en D'accord. cache pas. Mhm. Ceci étant, c'est avant que viennent des gens nous dire ah oui j'ai découvert. C'est pas une découverte de dire qu'on s'en est inspiré, mais Mhm. inspiré ça ne veut pas dire calquer. On n'a Mhm. pas calqué. Tout est écrit sur notre page depuis 2017. Donc, on n'a rien supprimé. Même si on a des problèmes avec Macron en tant que musulman en ce moment, on ne se cache pas quand même des talents qu'il a pu avoir, Mhm. qu'il a transcendé la classe politique française, gauche et droite confondue. C'est très beau. On s'en est inspiré. Nous sommes des musulmans très ouverts. Nous Mhm. sommes des Mauritaniens qui regardent tous les horizons, qui croient à l'unité civilisationnelle dans le monde et qui croient à l'inspiration, qui n'est pas forcément interne. Mhm. Donc nous avons travaillé depuis plus de 3 ans pour tout simplement aboutir à ce qu'on appelle un noyau dur d'idées construit objectivement, abstraction faite du clivage politique mauritanien qui est déjà lui aussi très opaque parce qu'on ne Mhm. sait pas c'est qui est majoritaire, c'est qui est opposition, parce qu'on a vu les interactions soudaines et rapides de l'un vers l'autre. Donc, Gazra. oui, on pense vraiment qu'il n'y a pas de clivage politique figé en Mauritanie, Mhm. idéologiquement figé, qui est assis sur des idées d'économie, de finance, de développement, des idées sociales et une idéologie arrêtée, malheureusement. Mhm. Donc, c'est normal, le pays est relativement jeune, il est en évolution, y compris sa classe politique, mais il est temps quand même d'avoir quelque chose. Donc, nous avons réfléchi depuis mai 2017 exactement
sur le fait d'essayer d'établir des idées dans tous les domaines sur lesquels repose un État. C'est quoi les domaines sur lesquels peut reposer un État digne de ce nom, un État moderne? C'est quoi? C'est la justice d'abord, l'unité nationale, qu'on appelait la cohésion nationale dans un premier temps, puis on a créé un comité, plusieurs comités, un comité justice, comité cohésion nationale, comité santé, comité éducation à part et comité enseignement supérieur à part, comité économie, comité etc., comité jeunesse, comité ou commission santé, commission sport et arts, etc. Donc, nous avons travaillé depuis 2015 dans 15 commissions scientifiques, ce qu'on appelle les commissions scientifiques. Nous avons élaboré donc ce qu'on appelle le bras ou la branche intellectuelle d'un mouvement intellectuel qui sera politique par la suite, naturellement, parce que on a créé, si vous voulez, on a élaboré une sorte de livre qui contient plusieurs chapitres, les 15 chapitres dont je vous ai parlé, qui transcendent tous les domaines sur lesquels repose l'État et qui sont établis sous forme de 700 idées constructrices, Inch'Allah, qui sont des idées bonnes, qui ne sont pas toutes originales, mais qui sont bonnes pour l'avenir de la Mauritanie. Alors, pour les incarner vraiment, il faut déposer pour un parti politique. Nous avons donc travaillé tout doucement, hors micro, hors projecteur, pour établir ce noyau dur intellectuel. Il faut lui trouver un noyau dur humain. Exactement. Pour l'incarner. Donc, c'est pour ça qu'on avait entamé, on a créé notre bras politique, qui est le projet du futur parti politique Mauritanie en avant. Inch'Allah. Qui est maintenant déposé au niveau du ministère de l'Intérieur, qui n'a pas encore autorisé, en violation directe de l'article 12 de la loi régissant les partis politiques, malheureusement. On nous prétend, on nous dit régulièrement que ça va sortir bientôt. Nous l'attendons. Et donc, on a un siège à Nouakchott. Nous avons les bras ouverts à tous les Mauritaniens de l'étranger ici. Nous sommes en contact avec 17 communautés mauritaniennes à l'étranger, y compris en France, aux États-Unis, dans tous les continents, en réalité, sauf l'Australie. Et quand même, il faut être véridique, n'est-ce pas, ce qu'on a dit. Il faut dire les choses. Al-Haqqani, voilà, c'est très bien, vous ne l'avez pas oublié. Le mot Al-Haqqani, je ne vais pas trouver une contradiction en français. Si vous la trouvez, vous me la donnez. Inch'Allah. Je pense que c'est déjà bien. Voilà, notre devise, c'est Al-Haqqani, être extrêmement véridique avec soi-même, être vrai soi-même. Et donc, nous attendons et nous travaillons ensemble, nous parlons avec les uns et les autres. On pense qu'à la Mauritanie, ce qu'il lui faut, c'est pas un travail quantitatif, c'est un travail qualitatif, de vérité, avec soi-même, d'objectivité réelle, d'abstraction faite de toutes les divergences secondaires qui mènent à rien, les faux problèmes. Il faut outrepasser les problèmes secondaires vers les problèmes principaux qui freinent le pays, à savoir le problème de la justice au sens large du terme, appareil judiciaire, mais la justice aussi dans les traitements, dans les lois, dans la réglementation, dans tout. Aussi, la cohésion nationale, il faut surmonter le problème de l'unité nationale parce que c'est pas très bien stable, c'est pas très bien clair dans la tête de tout le monde. Nous avons discuté de beaucoup de problématiques qui constituent un tabou pour beaucoup de Mauritaniens. On a parlé de la langue officielle, des dialectes nationaux, etc. On a parlé absolument de tout, des communautés mauritaniennes, Maure, Poulard, Soninké, Wolof, de tout, tout dans un climat parfaitement décomplexé, décrispé. Et voilà. Donc nous évoluons tout doucement parce que malheureusement la médiocrité a pris les dessus. À terrasser les pays depuis des décennies. Il n'est pas évident de faire pousser une graine, Inch'Allah, que nous espérons une bonne graine. Donc, je continue à blablabler tant que vous m'avez terminé. Non, c'est bien, c'est très bien. Vous avez 20 minutes, alors j'en profite, mais si vous voulez me couper. Non. On reçoit au cours d'été. Il n'y a pas de nana, le warga. On vous laisse quand même parler. D'accord. Dans ce cas-là, vous laissez parler, c'est très bien. C'est gentil à vous. Dans le projet En avant la Mauritanie, nous avons à la fois la détermination, l'ambition, l'espoir que ceci va donner. Et ça donne, alhamdoulilah, aujourd'hui. Il y a beaucoup de Mauritaniens à l'étranger et ici, localement et dans l'intérieur du pays qui nous soutiennent. De façon, on ne leur donne pas d'argent, on leur promet pas de poste de nomination, on ne leur donne pas, on leur fait rien du tout. Ils nous aiment juste en tant que Mauritaniens. On pense que rien que ça, c'est un acquis. Et c'est un nouveau sens de patriotisme, de fraternité patriotique entre Mauritaniens, sur laquelle on peut construire, Inch'Allah, pour aboutir à nos objectifs qui ne sont pas cachés. C'est des objectifs qui sont nobles, Inch'Allah. Ce n'est pas pour se flatter, mais c'est des objectifs de grandes réformes nationales qui permettent à tout le monde de profiter et non pas dans un truc de chauvin ou dans un truc personnel. Donc, c'est à peu près ça, mon projet qui me tient à cœur, auquel je pense nuit et jour.
Et si je trouve mieux, si on trouve mieux, si quelqu'un nous rapporte une autre idée, il n'y a absolument aucun attachement personnel à l'idée, ni aucun problème sentimental. Notre sentiment va à la Mauritanie, au projet de l'État mauritanien qui fait partie intégrante du monde musulman, du monde africain, du monde arabe et du monde entier. Donc nous pensons à l'épanouissement général possible de l'humanité, et l'épanouissement général des musulmans, des Africains et notamment de la population mauritanienne. Donc nous pensons que la Mauritanie a de quoi, avec les 4 632 000 Mauritaniens, avec la 720 kilomètres de côte poissonneuse, avec le fer, avec l'uranium, avec le gaz, avec tout ce que nous avons. Ce qu'il nous faut, ce n'est plus l'argent, c'est la gouvernance. La gouvernance et la gouvernance et la gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire la gouvernance? C'est pas une boîte noire. La gouvernance, c'est avoir des gens honnêtes, qui travaillent, qui appliquent les lois qui existent. Et si la loi n'est pas bonne, il va avoir l'honnêteté de dire que la loi ou la réglementation n'est pas bonne, il va la corriger. Parce que les lois, les textes d'application, c'est une fabrication humaine. Donc, il faut la corriger. Il y aura toujours des bémols quelque part. Mais notre problème, c'est un problème d'intégrité personnelle. Nous avons besoin des gens intègres, qui sont intrinsèquement intègres, qui sont profondément nourris d'une culture patriotique qui est tout à fait enchantée, qui est une culture de spontanée, dont la personne ne cherche rien pour elle. Il est temps que l'élite mauritanienne sache, qu'elle soit professionnelle ou politique, sache que une petite nomination, un petit salaire ou une voiture ou un privilège provisoire de quelques années ou de quelques mois, ça ne rapporte rien au sens absolu du terme, même pas à la personne. Votre petit-fils ne verra pas votre voiture. Votre arrière-petit-fils ne verra pas votre maison. Il ne saura pas la hauteur de votre salaire. Ça lui servira strictement à rien. Par contre, si vous élaborez un système d'égout correct en Mauritanie, si vous trouvez une belle façon de détruire les nids des moustiques à Nouakchott et à Kayahidi et à Rosso, à Zouerat, votre arrière-petit-fils le saura. Si vous établissez en Mauritanie un système de santé qui est digne de ce nom et de prévention, si vous établissez en Mauritanie un système de nutrition qui est respectable, eh bien, l'arrière-petit-fils ou le petit-fils de votre voisin le saura. Au moins, si vous voulez de la gloire, voilà, ça c'est la gloire. Mais si vous cherchez une petite gloire d'un jour ou deux, ou d'un mois ou deux, vous pouvez devenir même président de la République, on vous oublie dans 2 ans parce que vous n'avez rien fait. C'est vrai. Donc, voilà, pensez aux choses durables. Si l'eau, si la SNDE, la Somelec, la Air Mauritanie, l'aéroport, je prends la SNIM, si vous établissez des projets qui sont durables, qui sont viables sur des dizaines d'années, eh bien, vous allez en profiter sûrement. Il n'y a aucun doute que vous n'allez pas en profiter, vous et votre famille. Par contre, si vous bossez, vous vendez votre âme, vous applaudissez le faux et vous continuez aveuglement dans le faux et l'usage de faux, eh bien, vous allez vous en profiter peut-être pendant quelques mois et vous serez mépris et banni pour le restant de votre vie et personne ne se souviendra de vous. Voilà la conception à peu près que nous avons de ça. Malheureusement, je sais que ce que je vous dis, c'est pas nouveau, vous l'avez déjà entendu, mais c'est une réalité pour laquelle nous proclamons. Barakallahu fik. Au moins, vous faites quelque chose et on le voit. Il y a quelque chose en tout cas qui est en marche. Et Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. En tout cas, le projet en avant la Mauritanie prend de l'ampleur, tout doucement, mais sûrement. Et les gens nous rejoignent. Et on n'est pas dans la quantité, j'insiste encore une fois. Les gens, les rigolos, les curieux, on laisse passer. On prend les gens qui veulent vraiment, ils sont gentils, on les aime bien. Ils vont peut-être voter pour nous à l'avenir. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est les gens qui sont tenaces, qui ont des idées, qui ont des idéaux, qui veulent vraiment établir quelque chose qui prend des projets sur des siècles. Donc voilà notre dessein, notre projet pour la Mauritanie, Inch'Allah, et nous y tiendrons, Inch'Allah. Inch'Allah, Allah yassar, Inch'Allah. On va passer aux questions. Il y a M. Aboubakri Diallo qui demande qu'est-ce que vous proposez pour contrer cette médiocrité collective et cette lenteur qu'on trouve dans la vie de tous les jours chez les Mauritaniens. Merci, M. Diallo. Votre question est très bien. C'est bon, il s'agit de 2 questions, mais je dirais que la deuxième question rentre dans la première parce que la lenteur administrative et autres rentre dans la médiocrité. Donc, la médiocrité, c'est tout simplement l'opposé de l'excellence. Vous le savez dans le dictionnaire, tout le monde le sait. Et donc, c'est pour ça que j'ai prôné la culture de l'excellence qu'on doit apprendre aux petits-enfants, aux petits Mauritaniens, depuis l'école maternelle. Pas depuis l'école primaire, depuis l'école maternelle, il faut avoir des moniteurs, des instituteurs qui sont excellents dans leur façon d'habiller, excellents dans leur façon de vivre, dans leur façon de parler. La culture de l'excellence dans la forme et dans le fond. Il faut travailler ça jusqu'à l'université. Et nous aurons des générations qui disent pardon quand ils vous bousculent.
Et on aura des gens qui vous prennent pas, qui brûlent pas le feu rouge. Mais comme on dit en arabe, lorsque vous semez du riz, n'attendez-vous pas à avoir du blé. Donc, vous pouvez pas prôner la culture de la médiocrité, vous nommez un ministre qui est médiocre, qui n'a jamais rien eu, qui n'a pas de diplôme, et vous voulez avoir de l'excellence. Non, c'est pas possible. Vous propulsez une personne pour devenir le président de la République, une personne qui n'a jamais eu 5 sur 20 en mathématiques, vous le mettez président de la République, vous le mettez PDG de la SNIM, et vous dites que vous voulez combattre la médiocrité. Donc, ou combattez la médiocrité avec les outils normaux, ou faire le laisser-aller actuel, c'est-à-dire vivre dans les chaos. C'est ce qu'on fait actuellement. S'il y a une médiocrité ambiante, c'est normal. Et s'il y a une excellence, c'est par hasard, c'est un accident. Il y a Mariam Lemrabat qui dit j'ai des questions. La première question sur l'infrastructure et l'environnement des startups informatiques. Et la deuxième sur la situation des femmes et l'implication dans le domaine de l'IT. Merci, Madame Lemrabat. Bon, au moins vous annoncez qu'ils sont 2 questions, c'est déjà pas mal. Donc, la première, elle est sur les startups. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les startups en Mauritanie? Elles rentrent dans leur part de médiocrité comme le reste. C'est-à-dire que vous avez les grands établissements. L'État mauritanien, il a combien d'institutions? Il y a 133, au moment où je vous parle là, il y a 133 établissements publics en Mauritanie. Ministères, organismes publics compris. Et les startups, c'est quoi? Déjà, vous avez des ministères qui n'ont pas de site internet, qui recrutent mal, qui sont mal abrités, qui sont mal logés, qui n'ont pas de règlement intérieur, qui n'ont pas de personnel très clair, qui n'ont une grille salariale délabrée. Ben, n'attendez pas vous à avoir une excellence dans les startups. Les startups, il y en a quand même qui réussissent en Mauritanie. J'en connais personnellement, notamment l'informatique à laquelle vous avez fait allusion. Et je pense que ça rentre aussi pour les domaines IT. Ce sont 2 domaines similaires. Hein. Les nouvelles technologies de façon générale en Mauritanie, il y en a besoin. Et personnellement, j'ai fait une partie de mon devoir, comme je vous ai dit, en créant une discipline depuis 11 ans dans l'ISKE, l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises. On a une licence qui est inédite en Mauritanie, qui est même, je pense, n'existait pas au Sénégal avant et au Mali. Elle existe au Maroc et en Tunisie, qui veut fabriquer, entre guillemets, des informaticiens purs, des développements purs mauritaniens, et on en a, alhamdoulilah, qui fonctionnent bien, qui font des logiciels de solutions. J'avais moi-même encadré des étudiants qui ont créé une petite application sur smartphone qui se connecte sur la base de données internationale ou l'une des bases de données internationales des médicaments reconnus, où il suffit de scanner avec votre téléphone le médicament pour savoir s'il est usurpé, s'il est périmé, ou etc. Si vous voyez le truc vert, c'est que les médicaments existent au moins. Ça peut sauver une vie. Donc, on a de l'excellence. Les Mauritaniens ne sont pas arriérés, ils ne sont pas attardés intellectuellement. Ils ont juste un problème de gouvernance qui s'impacte sur l'éducation, qui s'impacte sur l'encouragement des entreprises, notamment des startups. Même les grands projets, ils ne sont pas encouragés. Alors, les startups, c'est encore pire. Vous louez un appartement, vous recrutez 2 ingénieurs, vous mettez une table ou 2 tables comme bureau, mais vous avez la sommelier qui vous coupe l'électricité. Et vous avez les gars de l'impôt qui viennent vous imposer au moment où vous ouvrez la boîte. Vous n'avez pas encore fait de chiffre d'affaires. C'est vrai. Hein, ça me fait plaisir de vous faire rire, Moussa, mais c'est la réalité. C'est vrai. Donc, dites à la personne qu'il y a énormément de freins à une start-up, mais il y en a qui arrivent, machallah. C'est ce que je dis souvent à mes étudiants depuis plus de 10 ans en Mauritanie. Avant, je disais pour mes étudiants en France, parce que j'ai enseigné en France de 2004 jusqu'à 2009, où je disais souvent, je disais ça moins aux Français, parce que les Français, ils sont dans un pays développé. Hein. Donc, je disais plus aux Mauritaniens, sachez que si vous en sortez, en tant qu'étudiant mauritanien, qui s'est fait lâcher par le transport parce qu'il ne trouve pas de taxi, quand il vient à l'université ou à l'institut, il n'a pas de toilettes et il n'y a pas de nourriture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'input et d'output, ce que je dis aux étudiants en informatique, et il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de etc. Tout est contre vous quasiment. Si vous arrivez avec tout cela à vous en sortir sans bibliothèque, sans bonne connexion Internet, avec la chaleur, avec votre père qui est au chômage, avec votre mère qui est malade éventuellement. Et si vous en sortez avec ça, vous serez plus fort que les étudiants canadiens, vous serez plus balèze que les étudiants français, vous serez plus excellent que les étudiants. Et on en a vu des exemples. Moi, mes étudiants, ils sont devenus majors de promotion à un master d'informatique en Tunisie. Et vous savez que les Tunisiens sont bons en matière. J'ai un étudiant qui était 2e de sa promotion de master à Paris. Et j'ai une étudiante qui a excellé, qui est devenue excellente au Canada. Machallah. Donc, ça veut dire que les Mauritaniens sont loin d'être attardés.
C'est des gens qui ont un environnement qui les trahit. Exactement. Khayak, comme disent les sincèrement, barakallahu fik. C'est exactement Merci, ça. Et il y a Mohamed Etman qui demande, est-ce que vous avez une vision, une stratégie de recrutement pour les jeunes Mauritaniens? Oui, on l'a dans le projet En avant la Mauritanie, mais pas moi, je ne l'ai pas parce que je ne suis pas le ministre de l'emploi ni du recrutement, de l'emploi ou du travail, même pas. Mais évidemment, j'ai travaillé sur cette question pendant des années parce que j'ai été membre du bureau exécutif. Je suis même encore membre de l'association des gestionnaires des ressources humaines de Mauritanie. J'ai travaillé sur les problématiques de l'employabilité en Mauritanie où, en fait, la même chose. Je vais répondre à la même question. En Mauritanie, il y a de quoi employer tous les Mauritaniens et faire appel aux Sénégalais, aux Maliens, aux Indiens et aux Burkinabés et à tout ce que vous voulez. Mais il faut le créer. L'emploi, ça se crée. Vous êtes en France ou en Suisse ou au Canada, vous savez qu'il faut créer de l'emploi. Alors nous, nos États, malheureusement, à ce stade-là, quand ils font la loi de finances, quand on fait la loi de finances pour payer le budget de l'État, on pense d'abord aux impôts et on pense aux choses qu'on va piquer directement, très facilement, dans la poche et dans la caisse. On ne pense pas à créer un truc qui élève les vaches ou qui assemble les PC informatiques. On ne pense pas à créer des boîtes pour l'État mauritanien. On ne pense pas à s'étaler, à s'étendre comme État mauritanien et à encourager, encourager le secteur privé. Et donc, l'employabilité est tout simplement sujette directe de la capacité des décideurs politiques de faire ce qu'on appelle les politiques volontaristes, avoir des politiques créatrices d'emploi. C'est pas sorcier, hein. C'est pas magique. C'est tout simplement créer des entreprises. Et donc, ces entreprises vont fonctionner avec des personnes. Donc, ces personnes, il faut les former en fonction, en parallèle. Vous aurez deux produits finis à la fin et vous aurez le puzzle qui va coller. Les ressortissants des établissements de formation et d'enseignement supérieur avec les boîtes qui vont avec et qui vont avec l'économie nationale. Ça, ce n'est pas fait. Voilà à peu près les grandes lignes de pour remédier à cette problématique qui est durable et qui est extrêmement grave et qui crée ce que vous voyez maintenant comme dérapage, comme problème psychologique, problème des fois même dogmatique, religieux, des extrêmes, que ce soit religieux ou anti-religieux, parce qu'on a des extrêmes dans tous les sens. Ça, c'est créé par la oisiveté. Donc, c'est une mise en oisiveté. Nous, on n'appelle pas les gens, ils sont au chômage, on appelle ils sont mis au chômage. Donc là, on ne dit pas on dit c'est ce que nous, on dit au niveau du projet En avant la Mauritanie. On pense que la jeunesse mauritanienne n'a pas été formée. Et quand elle est formée, elle n'est pas embauchée. Et quand elle est embauchée, elle est mal nommée. Et quand elle est mal nommée, elle est découragée par la suite. Et quand elle est découragée, elle est licenciée ou elle est poussée à la médiocrité. Et donc, elle rentre dans la médiocrité. Et je pense que là, c'est une question que vous avez déjà répondu. Ma question se porte sur la vision. Le chômage en Mauritanie est une fausse question. Le chômage en Mauritanie, c'est pas comme le chômage en France. C'est pas comme le chômage aux États-Unis. Le chômage en Mauritanie, c'est un faux problème. En fait, c'est un truc il n'y a pas de problème de chômage en Mauritanie. Il y a un problème de gouvernance qui impacte le chômage. C'est tout. Barakallahu fik. Il y a Mohamed Lemine qui dit qu'il était un de vos anciens étudiants, dont il est fier d'être passé par votre enseignement. Moi aussi, je suis fier d'eux et de leur évolution professionnelle. Alhamdulillah. Et quelle est aujourd'hui votre vision pour l'unité nationale en Mauritanie? Vous savez qu'on a un grand problème d'unité nationale en Mauritanie. Quelles seraient 2-3 solutions pour vraiment remédier à ça? Alors, très bien. Nous, on l'appelait dans un premier temps au projet En avant la Mauritanie. Nous avons considéré que c'est la deuxième question la plus fondamentale de la Mauritanie, après la justice. En fait, c'est lié. Donc, lorsqu'on a dit que rien ne peut fonctionner sans un système de justice à qui tout le monde fait confiance. Après avoir établi un système judiciaire, un appareil juridique auquel tout le monde fait confiance, entre qui on va faire la justice? C'est entre les Mauritaniens. C'est qui les citoyens mauritaniens de demain et d'aujourd'hui? On tombe directement, là, on verse directement dans ce que c'est le Mauritanien, dans ce que c'est donc l'unité des Mauritaniens. Donc, c'est qui les Mauritaniens? C'est un ensemble de personnes qui se sont réunies un jour à cause ou grâce d'un certain nombre d'événements et des circonstances historiques qui ont fait qu'il y a des morts
blancs et noirs et jaunes, et des Soninké, des Poulards et des Wolofs qui se sont réunis dans un endroit, dans un territoire d'1 32 000 km², qui est pas mal, qui a beaucoup de propriétés positives, et qui a un fleuve, qui a quelques centaines de kilomètres de fleuve, et qui a 720 kilomètres d'océan Atlantique, qui a un grand désert, qui a un quart ou un cinquième de terre cultivable. C'est des gens qui manquent de rien a priori. Exactement. Donc ces gens-là, pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre? Alors, les meilleurs encore, la cerise sur le gâteau, c'est qu'ils sont tous musulmans. Et quand ils sont la cerise du gâteau, c'est qu'ils sont tous malikites. Et c'est qu'ils sont tous sunnites en plus. Et malgré ça, malgré tout ça, alors les meilleurs encore, c'est qu'ils ne sont pas nombreux. Ils font presque deux fois la taille de la France métropolitaine, c'est-à-dire plus d'1 million et quelques de kilomètres carrés, avec 20 fois moins que la population française, ou 15 fois moins que la population française, et ils n'arrivent pas à s'entendre. C'est quand même drôle, ça. C'est drôle. Vous pensez qu'on ne s'entend pas parce qu'il y en a qui parlent Soninké, il y en a qui parlent Wolof, il y en a qui parlent Hassani? Non, c'est pas ça. Ça, c'est le Kouchour, ça. Ça, c'est des faux problèmes. Non, les Brésiliens s'entendent bien. Les Brésiliens, ils sont hyper multiethniques. Ils sont tous brésiliens, ils sont nombreux, c'est un pays émergent et ils parlent quoi? Portugais. Dis donc, c'est bizarre ça. Et les Indiens, ils parlent quoi? Ils parlent beaucoup de choses. Ils ont 300 divinités. En Chine, il y a des milliers de dialectes, contrairement à ce qu'on pense. Au Sénégal, le président, même quand il est poulard, il parle Wolof. C'est pas important. Il faut pas s'arrêter à cette histoire de dialecte. Moi, j'aimerais bien parler Wolof. J'aimerais bien parler Soninké. J'aimerais bien que la descendance à venir parle ça. Mais ça, ce n'est pas le problème. Ça, c'est le faux problème. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'idéal commun. Pour répondre à la question de l'ami, là, il faut avoir une batterie de valeurs communes. Après, on va spontanément s'habiller ensemble. Beaucoup de Mauritaniens ne savent pas que les morts sont habillés en poulard, que Darra n'est pas arabe à la base. Darra, elle n'est même pas berbère. On est poulard. Moi, Darra que je vais mettre tout de suite, le boubou que je vais mettre tout de suite, c'est poulard. Donc, il y a du poulard chez moi à la maison. Il n'y a pas que ça. Dans ma nourriture que je mange, quand je dis mbourou, c'est du Wolof. C'est pas le khoubz en arabe. Exact. Parce que nous, il y a même des familles mortes qui s'appellent Kori. El Kori, dans toutes les tribus mauritaniennes. Hassaniya et Zouaya et tout ce que vous voulez, ils s'appellent Kori. Il y a des Nars. Moi, j'ai vu des blacks qui s'appellent Nars. C'est vrai. Donc, cette histoire d'unité nationale, elle est marrante. C'est pas la couleur. Moi, j'ai honte un petit peu de dire qu'on n'arrive pas au XXIe siècle à établir notre unité nationale. Mais c'est pas l'unité nationale. C'est la cohésion nationale de tout le monde. Parce que même les morts ne s'entendent pas entre eux. Même les poulards ne s'entendent pas entre eux. Même les Soninké, il y en a qui ne s'enterrent pas dans le même cimetière entre eux. Même les Wolofs. Moi, j'ai beaucoup d'amis dans tout. Là, j'ai eu la chance de naître dans des quartiers. Mes parents eux-mêmes ont des amis Soninké et poulards. Donc, je ne suis pas exposé à cette culture de xénophobie ou de fermeture. Mais j'ai étudié en France et ailleurs et en Mauritanie sur les bancs avec les petits Soninké, les petits poulards, les petits Wolofs. Donc, j'ai aucun problème par rapport à ça. Mais c'est ce qu'on doit avoir encore. Ceci étant, ça manque encore. Il y a des associations de jumelage entre familles. Ce problème d'unité nationale est faux. Je dis haut et fort. J'ai parlé avec des gens d'Iflam pendant des années en France. J'ai parlé de tous les extrêmes avec les néo-mouvements arabes, de Ba'athistes et Nassiristes. Donc, de tous les extrêmes qui existent en Mauritanie, j'ai parlé avec eux. Il y a un faux problème. Donc, il nous faut ce qu'il nous faut, c'est quoi? C'est tout simplement une batterie des valeurs communes qu'on applique tous. Moi, j'ai envie de m'habiller plus en poulard et en Soninké parce que c'est plus pratique pour marcher, pour conduire avec. Je m'habille de plus en plus en demi-saison. En fait, comme pour dire qu'il y a des indicateurs de facilité, de cohésion nationale entre nous. Il y a de plus en plus de mariages mixtes. Il faut en faire plus parce que c'est beau, les métis sont beaux et ils sont en bonne santé. Vous pensez que les Brésiliens qui sont… Non, je parle très franchement, Moussa. Je n'ai pas de les Brésiliens, est-ce qu'on n'aurait pas honte en tant que Mauritaniens, musulmans, au Bilad al-Menara, au Ribat, on est le pays des musulmans modèles, soi-disant, etc. Vous n'avez pas honte que le Brésil est multi-ethnique 10 fois plus que vous et qui fonctionne bien? Vous n'avez pas honte de recevoir des leçons du Gabon qui est multi-ethnique, du Sénégal qui est multi-ethnique? Le Sénégal, c'est pas parce qu'on a la même couleur qu'on est de la même ethnie, de la même culture. Il y a des gens qui ont la même couleur. Il n'existe pas un pays au monde qui est mono-ethnique. Il faut que tous les Mauritaniens le sachent. Et la mono-ethnicité est nulle. C'est un handicap. C'est pas un avantage. La multi-ethnicité, si on peut l'appeler ainsi, la multiculturalité, c'est excellent, c'est un atout qu'on n'arrive pas à exploiter, comme on n'arrive pas à exploiter le poisson, qu'on n'arrive pas à exploiter le fer, qu'on n'arrive pas à exploiter la gouvernance, tout simplement. C'est comme ça que je la vois. J'espère que l'idée est claire. Je ne veux pas être trop long, parce que ça me tient à cœur et la Mauritanie, on en parle. C'est un handicap. On est nul sur l'éducation, sur la santé, sur l'unité nationale aussi.
On est nul. Oui, on a de quoi être fort, mais on n'arrive pas. Allah, c'est vrai. Jazakallah khair. Vraiment, c'était un grand plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, docteur. Jazakallah khair. Ahsanallahu ilayk. طول عمرك. Allah subhanahu wa ta'ala t'aide sur ce en avant Mauritanie, parce que je pense qu'on a tous besoin. En avant la Mauritanie, oui. C'est le projet En avant la Mauritanie, qui est un projet intellectuel, politique et caritatif. On fait du travail caritatif aussi. Et donc, parce qu'on veut être transversal, on va voir tous les Mauritaniens. Comme ça, on rate rien, on ratisse large. C'est un grand plaisir. J'espère qu'on va y arriver. Inch'Allah Rabbi. Merci beaucoup, mon frère. Jazakallah khair. Avec plaisir. Marhaba bik. Vraiment, c'est un grand plaisir. Jazakallah khair. Et je vous dis vraiment bonne soirée à tout le monde. Et je vous donne rendez-vous à mercredi, Inch'Allah, autour d'un thé. Salam alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Alaikum salam wa rahmatullah. Merci, mon frère.